Donc nous allons attaquer la deuxième partie de notre sujet mobilité et logistique avec le sujet plus logistique. Pour cette deuxième partie, il y aura donc à nouveau Jean-Michel Genestier, le conseiller délégué de la métropole du Grand Paris chargé de la logistique, Jonathan Seban, le directeur général de Sogaris, Dominique Chevillard, le directeur technique et de la recherche à la FNTP, Stéphanie Bourget, directrice du développement de RATP Solutions Ville, Antoine Berbin, le directeur général délégué d'Aropaport, et Jérémy Almosny, le directeur régional de l'ADEME Île-de-France, qui fera la conclusion de cette table ronde. Je vous invite tous, tous les participants, à me rejoindre. Je vais à nouveau demander à Monsieur Genestier de démarrer la table ronde. Il n'y a pas d'introduction à proprement dit sur celle-ci, mais je pense qu'évoquer le pacte métropolitain logistique et puis les appels à projets lancés sur l'axe Seine, sur la logistique, seront sans doute une bonne entrée en matière. Parfait. Mais écoutez, oui, on va débuter cette table ronde en vous expliquant un petit peu ce que nous avons fait au niveau de la métropole du Grand Paris. Je rappelle que c'est 7,2 millions d'habitants, c'est 131 communes. C'est un espace évidemment extrêmement important, très consommateur de produits et puis de vie extrêmement important puisque c'est la région capitale et la métropole capitale. Nous avons mis en place le pacte logistique métropolitain avec différentes actions dont l'objectif a été d'être dans les pas au départ du plan Action Climat, qui permettait de voir ce que nous pourrions faire pour limiter et développer la décarbonation et limiter évidemment l'impact sanitaire des différentes particules en particulier. Et puis, nous sommes passés entre 2018 et 2021 à l'acte 2 de ce pacte pour mettre en place un ensemble de réunions, de rencontres avec tous les acteurs de la logistique. Évidemment, ceux qui concentrent les marchandises dans leurs entrepôts, et Jonathan Seban, en tant que directeur général de Sogaris, pourra vous en parler, mais c'est aussi l'ensemble des acteurs de la logistique, ceux qui transportent les marchandises. Et notre objectif, ça a été de se dire, mais comment pouvons-nous, ça a été cité tout à l'heure, réaliser du transfert modal ? Eh bien, ce transfert modal, c'est la raison pour laquelle nous avons tenté de voir sur la partie ferroviaire, mais la partie ferroviaire est extrêmement contrainte, et je rappelle qu'il y a une pertinence à transporter certaines marchandises pour certains modes, et la pertinence du ferroviaire, c'est transporter des marchandises plutôt pondéreuses, donc lourdes, sur de la longue distance et de façon régulière. Si vous n'avez pas ces trois paramètres-là, eh bien, le ferroviaire, économiquement, n'est pas rentable. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut sans cesse accompagner les entreprises ferroviaires et tous les acteurs pour démontrer quelle est la capacité du ferroviaire à transporter de façon économique et équilibrée. Le fluvial, on pourra aussi en parler tout à l'heure, puisque Antoine Berbin, en tant que directeur général délégué d'Aropaport, est présent. Le fluvial, on a tenté aussi de s'y mettre, puisque on avait en tête un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, sur la Seine, on ne transporte plus que 30% des marchandises en volume et en poids qui étaient transportées à la fin des années 60. Alors on comprend pourquoi, parce que fin des années 60, c'est le tout-route, c'est les autoroutes, c'est le lancement des véhicules, etc. Bon, là, c'est une volonté politique de vouloir se repositionner et de relancer. Alors tout à l'heure, certains ont dit oui, mais le fleuve, ça va un peu moins vite. Oui, ça va un peu moins vite, mais il faut qu'on puisse développer avec les sachants, et encore une fois, Aropaport est là aussi pour cela, développer l'ensemble de l'argumentation qui va permettre de convaincre ces chargeurs, ceux qui détiennent la marchandise, les commissionnaires de transport et les autres, de pouvoir passer par le fleuve. Et nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt avec une belle réussite, puisqu'il y a 21 entreprises qui ont répondu. C'était l'année dernière, et donc nous sommes au stade de l'appel à projet pour confirmer sur les sites qui sont mis à disposition des entreprises pour que on puisse aller d'un quai à un autre. Et donc Le Havre, évidemment, a répondu très favorablement. Rouen a répondu très favorablement. La ville de Paris et la métropole aussi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on attend, d'ici à quelques mois maintenant, les bons résultats de tout cela pour que nous puissions afficher du report modal. Ça, c'est sur la partie fluviale. Pour le reste, je vous en parlerai peut-être juste après, parce que nous agissons aussi sur les questions de cyclo-logistique qui peuvent apparaître
complètement secondaires, mais qui petit à petit sont en train d'entrer dans le paysage avec des entreprises extrêmement sérieuses qui viennent compléter, surtout sur le dernier kilomètre, les flux de transport de ces marchandises et des flux extrêmement vertueux. Merci. Je vais passer la parole à Dominique Chevillard. Vous avez quelques contraintes horaires, donc je vous passe la parole. Vous vouliez évoquer le fait qu'il n'y avait pas forcément une logistique, mais plutôt des logistiques, et puis rapporter un peu les contraintes auxquelles faisait face le secteur des travaux publics face à ces sujets de décarbonation. J'interviens effectivement. Merci beaucoup de ce que vous avez dit tout à l'heure et à l'instant. Je parle plutôt des logistiques que de la logistique, parce qu'on parle très souvent la cycle logistique qui est adapté dans certains cas, mais il faut penser à autre chose que le paquet Amazon qui est livré aux riverains. Nous, dans notre métier, on transporte des choses très très lourdes qui n'ont pas de valeur, qui sont très contraignantes pour ces points-là, qui sont difficiles à transborder, mais on n'a aucune urgence. Donc il y a des spécificités là-dessus qui sont importantes à prendre en compte pour qu'on puisse avancer. Pour nous, les enjeux de carbonation sont majeurs. La fédération a pris des engagements au nom de tous ses adhérents de réduire de 40% en 2030. Je ne vais pas revenir sur tous ces chiffres-là. Ils sont très importants. C'est la première fédération à l'avoir fait au nom de ses adhérents. Mais effectivement, ça peut se faire dans des conditions assez particulières, parce qu'en fait, nos poids lourds, qui sont des gros consommateurs, tournent très peu, parce qu'ils ne tournent que la journée. Vous n'aimeriez pas avoir un chantier à côté de chez vous au milieu de la nuit. Donc, ils durent très longtemps, 12-15 ans. Donc, pour les amortir, c'est compliqué. Il faut un point pour les approvisionner, et on manque de solutions technologiques. Donc, il y a un certain nombre d'éléments dans les travaux publics qui sont, comme tous les secteurs, spécifiques. Et dont il faut en rendre compte, que ce soit pour les ZFE, la pollution locale, comme pour la décarbonation. Je vais vous demander peut-être tout de suite, vu que vous allez devoir nous quitter en cours de route, un peu quels sont aujourd'hui vous les leviers, les solutions qui pourraient être apportées justement aux problématiques que vous venez d'évoquer. On a des solutions effectivement qu'on évoque pas mal sur les biocarburants. Quels qu'ils soient. J'entendais parler tout à l'heure GRT gaz, de biogaz comprimé. On peut avoir du B100 ou des HVO, mais pour l'instant les volumes sont quand même assez faibles. Ils sont insuffisants par rapport à cela. Je rappelle, nos camions tournent 12-15 ans. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'ils tournent peu. Donc on va avoir une contrainte sur comment on peut économiquement rendre le service public dont nous sommes chargés, parce que les chantiers que nous faisons, c'est en grande majorité pour les collectivités. Donc il faut secourir un poste électrique, il faut secourir une canalisation de gaz, il faut aller installer de l'eau, il faut refaire les Champs-Élysées, tout ça. Et donc on a des contraintes là-dessus, il ne faudrait pas sortir les PME du marché. Merci. Antoine Berbin, on entend qu'il est beaucoup question de l'axe Seine. Hein. Depuis la table ronde précédente, on évoquait déjà le fluvial, les mobilités. On voit bien que sur ce sujet de la décarbonation, on n'est pas seulement à l'échelle du Grand Paris. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la métropole s'est investie aussi à l'échelle de l'axe Seine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu aujourd'hui quels sont les freins à lever ? Vous me disiez au préalable que vous étiez plutôt prêt maintenant. C'est vrai qu'on entend beaucoup plus parler de fluvial et que la balle était un peu dans le camp des chargeurs et des logisticiens. Oui, le jeu dans cette affaire, c'est de dire que c'est à l'autre de faire. Mais bon, en fait, je pense qu'on a tous un rôle. Donc mais certains ont quand même des rôles plus éminents, je pense, et plus directeurs que d'autres. Et c'est un peu le sens de mon propos. Mais c'est par ça plutôt que je voudrais terminer, peut-être dans la deuxième séquence sur les préconisations. Bon, voilà. Et puis on se faisait remarquer qu'on était en concurrence avec le buffet, donc c'était un peu le moment où il fallait être concis. Donc je veux juste rappeler que Aropaport, effectivement, est une création assez récente, qu'on a fusionné il y a 2 ans maintenant les ports du Havre, de Rouen et de Paris, et qu'on a maintenant une action qui est intégrée à l'échelle de l'axe Seine, et du coup qu'on a une action qui est à la fois sur les grands flux internationaux, import, export, mais aussi sur la proximité, avec une offre intégrée qui va du quai maritime, du Havre, jusqu'au quai urbain, dans le centre de Paris et au-delà. Et que dans ce cadre-là, on porte un programme d'investissement de 1,3 milliard sur 5 ans, et que ce programme d'investissement, il est à la fois sur les infrastructures maritimes, fluviales, ferroviaires, routières qui sont les nôtres dans les ports, mais aussi il vise à nous doter d'une offre foncière complémentaire, parce que pour développer le transport fluvial, le transport ferroviaire et globalement la multimodalité et l'activité en général, mais dans une logique de développement durable, il est important de pouvoir implanter les entreprises dans des secteurs vraiment multimodaux. Et donc nous nous dotons d'une nouvelle offre foncière multimodale, y compris en Île-de-France,
Donc nous investissons dans les infrastructures et nous investissons dans le foncier multimodal. C'est le sens de notre action à nous et c'est notre contribution finalement majeure au sujet de la décarbonation et de la transition de la logistique. Sur nos zones multimodales, il y a essentiellement 4 modes de transport que nous n'opposons pas, qui sont complémentaires, totalement complémentaires. Le transport maritime, très spécifique naturellement, plutôt pour les flux import-export, intercontinentaux. Et puis 3 transports terrestres, un qu'on oublie souvent, les pipelines. Bon, il y a des grands utilisateurs de pipelines dans la salle. Pour tout ce qui est vrac liquide, et c'est vrai qu'on voit assez peu de camions de vrac liquide sur nos routes, singulièrement uniquement peut-être pour délivrer l'essence dans les stations-service, mais pas sur le grand transport, sur les grands flux. Et puis on a le transport ferroviaire, le transport fluvial et le transport routier qui sont complémentaires et qui ont chacun leur usage. Et notre enjeu effectivement collectif, c'est de plus développer le transport ferroviaire et de plus développer le transport fluvial, que ça soit dans la longue distance, mais aussi dans la courte distance. Parce que ces modes de transport sont des modes de transport bas carbone, dans l'état actuel de la technologie, sans rupture technologique. On utilise moins d'énergie en utilisant le transport fluvial et le transport ferroviaire qu'en utilisant le transport routier, pour la même tonne de marchandises. On divise par 5 les émissions de CO2 quand on prend une tonne de marchandises de la route pour la mettre sur le fluvial. On les divise par 10 avec une traction ferroviaire quand on prend la même tonne de marchandises sur la route et qu'on la met sur le ferroviaire. Donc voilà, on a un enjeu collectif à développer plus ces 2 modes de transport qui sont naturellement complémentaires de la route et à essayer de réserver la route pour ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire de façon essentielle, c'est-à-dire une rapidité d'exécution, une capacité à mailler le territoire dans sa plus grande finesse, à réaliser le dernier kilomètre jusqu'au client final. Et donc c'est ça notre défi collectif. Pour moi, il y a 2 acteurs. Alors c'est plutôt la deuxième partie du tour de table, mais j'y reviendrai peut-être sur les préconisations. Il y a 2 familles d'acteurs qui sont déterminantes dans la transition écologique, la transition de la logistique et la décarbonation de la logistique. C'est les acteurs publics et les chargeurs. Alors, les acteurs publics, c'est au sens large. Donc c'est l'ensemble des collectivités locales, l'État, l'Europe, les entreprises publiques. Il y en a plusieurs là également sur la table qui ont des missions de mise en œuvre de ces politiques publiques sur le terrain. Mais globalement, les acteurs publics sont déterminants parce que, et notamment l'État, l'Europe, les collectivités locales, la Société du Grand Paris, les communes, qui fixent les règles, qui fixent le cadre réglementaire, qui fixent le droit du sol, très essentiel. On a parlé de foncier un peu tout à l'heure. Le foncier est déterminant dans cette affaire, où on localise les activités pour qu'elles puissent être multimodales. C'est absolument déterminant. Donc, sur cette question des acteurs publics, je pense que l'enjeu principal, c'est la cohérence, la complémentarité de l'action de l'ensemble des acteurs publics. C'est aussi la capacité à arbitrer, parce que parfois les objectifs sont contradictoires ou semblent l'être. Souvent, quand on développe une offre de transport collectif sur le rail, je suis désolé de le dire, c'est au détriment du fret ferroviaire. Parce que globalement, le réseau est un peu saturé. Je crois que j'aurais plus besoin de mes fiches. Bon, je vais mettre par terre. donc, merci beaucoup. Donc, et puis, moi, j'en ai également un peu marre de voir se développer des offres de grands entrepôts logistiques au bord des routes, 100% routières. Ça n'a aucun sens dans le monde dans lequel on vit. Donc, le sujet de la mise en cohérence des politiques publiques, elle est, me semble-t-il, déterminante, et peut-être qu'il nous manque une forme de conférence où chacun apporte sa contribution, on s'assure collectivement que tout ça est en cohérence vis-à-vis du fret. Et la deuxième catégorie d'acteurs, très importante, pour moi, c'est les chargeurs. Ils sont propriétaires de la marchandise. Alors parfois, ils délèguent le choix de leur logistique à un commissionnaire, à un logisticien, mais de fait, c'est eux qui payent. Donc c'est eux les prescripteurs. Donc c'est eux qui font les choix. Enfin, en tout cas, ils doivent faire les bons choix. Décarboner leur logistique, c'est un effort pour eux, parce que c'est rarement à ISO-coût. Et c'est d'ailleurs, finalement, probablement rarement à ISO-coût pour le client final. Donc, il y a un effort à faire. Il y a certains chargeurs qui le font, d'autres qui ne le font pas, d'autres qui ne sont pas armés pour le faire parce qu'ils sont trop petits. Donc, mais le sujet des chargeurs est, à mon avis, déterminant. Ils ont des efforts à faire pour transformer leur logistique. On a peut-être intérêt, collectivement, à faire émerger un label
de la logistique durable pour valoriser en termes de communication vis-à-vis des chargeurs et du grand public les efforts qui sont faits par les chargeurs pour aller vers une logistique plus durable. Merci. Vous avez beaucoup parlé de l'enjeu du foncier. Stéphanie Bourget, vous allez un peu nous raconter cette expérience un peu atypique menée par la RATP. Monsieur Chevillard, du coup, vous devez nous quitter. Merci pour votre participation. Donc oui, vous allez nous raconter un peu cette expérience un peu atypique menée par la RATP et surtout donc de mutualisation de sites de la RATP. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont un peu les enseignements qu'on pourrait en tirer pour inventer peut-être d'autres mutualisations. Avec plaisir. Donc effectivement, la RATP, donc transport public urbain de voyageurs, au départ, on s'est effectivement posé la question plutôt effectivement partant de nos fonciers. De la possible convergence entre la mobilité des biens et la mobilité des personnes. Et on a parlé du rail tout à l'heure, effectivement, et alors encore plus dans le transport urbain. Évidemment, vous vous en doutez, la priorité, elle est donnée aux voyageurs, ce qui n'est déjà pas si simple, comme vous pouvez le constater parfois. Et donc, effectivement, faire de la place à d'autres transports, c'est compliqué, on pourra peut-être y revenir. Donc, on s'est posé la question plutôt en partant de nos fonciers en zone urbaine dense, puisque voilà, pour rendre le service public de transport et notamment le bus, on a des espaces qui sont situés dans des zones extrêmement denses et donc notamment dans Paris. Et on s'est posé la question de se dire finalement ces espaces, ils sont libres en journée, puisqu'en journée les bus circulent dans la ville, ils vont transporter des voyageurs et donc ils sortent des dépôts et ces dépôts sont vides et ces dépôts sont grands et ils peuvent accueillir des camions, notamment, puisqu'ils sont faits pour accueillir des bus, par définition, ils peuvent aussi accueillir des camions. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose de malin à trouver, d'intelligent avec les logisticiens, justement, pour exploiter dans la journée ces espaces vides et très bien situés. Et donc, voilà, c'est notre petite contribution, je dirais, au verdissement de la logistique, puisqu'on a lancé une offre qui s'appelle RATP Logistics. Et effectivement, on a proposé via un appel à projet, un certain nombre de logisticiens de participer à cette expérience et donc de venir occuper nos centres-bus en journée. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui se fait dans les centres-bus, dans 4 centres-bus dans Paris. Voilà, en fait, opérationnellement, ça se passe de la façon suivante. Voilà, les bus quittent, on va dire, le site à peu près vers 7h du matin. Et des camions de logistique arrivent avec des tournées déjà pré-triées, viennent déposer ces tournées déjà pré-triées dans nos dépôts de bus. À ce moment-là, il y a des vélos cargo qui arrivent, qui viennent charger ces tournées et viennent donc irriguer la ville et le territoire et donc servir le client final en cyclo-logistique. Voilà, c'est assez intéressant en fait parce que je trouve que c'est un projet qui est gagnant pour tout le monde finalement, pour les logisticiens qui cherchent à verdir leur dernier kilomètre, pour la RATP qui, je trouve, au-delà d'un intérêt financier qui est relativement peu élevé, pour être tout à fait transparente, mais en tout cas, ça contribue à notre volonté d'améliorer la qualité de vie en ville et donc aussi de servir notre environnement. Et pour les clients finaux qui sont finalement moins gênés, que ce soit en termes de bruit, de pollution, de trafic, par cette cyclo-logistique qui ne pouvait l'être par notamment des camionnettes qui viendraient desservir les mêmes territoires. Voilà, donc finalement, c'est un sujet qui est assez intéressant, même si, que ce soit pour la RATP ou pour les logisticiens, ça impose des contraintes importantes. C'est ça, il y a des contraintes importantes. Est-ce qu'en termes de reproductibilité, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette expérience, de cette opération? Alors je pense qu'effectivement, ça veut dire que les gens qui vont se prêter à cette opération, il faut qu'ils aient conscience qu'il y a des difficultés des deux côtés. Ça veut dire que les logisticiens doivent pas mal faire évoluer la façon dont ils vont opérer sur les territoires, parce qu'effectivement, souvent, quand on va desservir des clients finaux, tous les colis ne sont pas livrés, et donc il y en a un certain nombre qui retournent au dépôt. Là, il faut penser aussi le retour, parce qu'on ne peut pas laisser le centre-bus avec des colis le soir. Donc il faut que l'ensemble des colis disparus. Donc ça nécessite de repenser un peu la chaîne de logistique pour eux, ce que certains ont réussi à faire. Donc ça c'est intéressant et pour nous voilà, c'est un gros travail aussi de cohabitation d'activités qui sont très différentes, d'activités très industrielles d'un côté en ce qui concerne la RATP, l'entrée et la sortie des bus, c'est quelque chose d'assez impressionnant le matin et le soir.
Ça arrive vraiment de manière très continue, avec, je dirais, parfois des activités un peu plus exotiques, donc, et des gens qui n'ont pas l'habitude, bien sûr, de travailler ensemble. Donc nous, on a beaucoup de règles de sécurité, voilà, qu'on a dû aussi, je dirais, imposer d'une certaine manière aux logisticiens. Donc certains aussi se sont prêtés au jeu. Voilà. Mais j'allais dire, le fait d'avoir à disposition un foncier de taille importante dans une zone urbaine dense, c'est pour eux d'un grand intérêt. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Donc en centre-ville, je pense que c'est quelque chose d'assez reproductible. Merci. Jonathan Seban, vous, la mutualisation, c'est quelque chose que vous faites beaucoup chez Sogaris avec le développement des hôtels logistiques qui visent justement à s'insérer dans la zone dense et à répondre à un certain nombre d'usages. Quelles sont, vous, les difficultés que vous avez identifiées ou peut-être levées sur ce sujet justement de se mettre en zone dense et de mutualiser les usages ? Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités. Je me permets juste un petit mot d'introduction, mais parce que on est beaucoup d'hommes et peu de femmes à la table ronde. Je sais que Jacques est sensible à ce point, mais convenons ensemble que la parité est aux tables rondes ce que la multimodalité est à la logistique, c'est-à-dire un vrai combat. Peut-être pour poser le sujet, je dirais, sous un angle un peu large, parce qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'il faut décarboner la logistique et qu'il faut évidemment œuvrer pour la multimodalité. Il me semble que l'intérêt, c'est qu'on va tous y exprimer des points de vue un peu différents. S'agissant de Sogaris, vous avez raison de le dire, on est un acteur de l'immobilier. Donc nous développons des surfaces et au fond, je dirais que nous portons l'idée que la décarbonation, elle passe aussi par le développement de mètres carrés d'entrepôts supplémentaires. Pas n'importe comment, Antoine l'a dit avant, il faut évidemment pouvoir les positionner le plus possible près des voies ferrées, près du fleuve. Ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, il y a cet enjeu-là. Donc quelques chiffres, simplement pour donner un peu le cadre et aussi pour savoir d'où on parle. C'est-à-dire que un élément majeur, vous le savez, c'est le e-commerce. C'est lui qui tire une bonne partie, je dirais, de la demande logistique. Attention, il ne fait pas tout, d'accord ? Et notamment le e-commerce, dans son acception la plus commune et la plus sensible, c'est-à-dire la distribution de colis, le B2C, d'accord, ne représente que 20% des flux de marchandises, d'accord, dans le Grand Paris. 80%, c'est du B2B. Donc, ne nous trompons pas, mais en tout cas, le e-commerce, il a cet effet, si j'ose dire, d'accélération et de transformation, à la fois des modes de consommation, derrière des modes de distribution et sans doute aussi des modes de régulation. En 2022, le e-commerce, c'était 5500 milliards de chiffre d'affaires dans le monde entier. Il faut se rendre compte que c'est CBRE qui a sorti le chiffre l'année dernière. 1 milliard de transactions supplémentaires de vente sur Internet, supplémentaires de vente de biens, pas forcément de vente de services, bien sûr. Ça génère de l'ordre de 1 million de mètres carrés d'entrepôts supplémentaires à développer. On estime qu'en Europe, dans les 5 années qui viennent, il faut développer 15 millions de mètres carrés supplémentaires d'entrepôts pour à un moment donné faire face à la demande. En France, le commerce de détail est divisé en à peu près 14% de e-commerce et le reste en commerce physique. On pense qu'en 2026, le e-commerce sera de l'ordre de 20%. Donc on est face, si vous voulez, à une demande aujourd'hui en espace d'entrepôt qui va être extrêmement importante. Donc il faut absolument pouvoir y faire face. Il faut y faire face à la fois en développant, je dirais, les bons sites, c'est-à-dire en participant à l'optimisation des flux de marchandises. Et nous semble-t-il, c'est un élément majeur, c'est-à-dire que le développement des entrepôts participe à la constitution d'un réseau de sites qui, lui, permet derrière une optimisation du fonctionnement des flux de marchandises, singulièrement pour les chargeurs ou pour leurs délégataires, quels qu'ils soient. Et l'autre élément majeur, c'est celui de la mobilité, c'est-à-dire comment, à partir de ces entrepôts, les flux s'opèrent de manière moins carbonée. Alors, dans un contexte, et je commencerai du coup par cela pour finir par ce qui relève davantage de l'expertise de Sogaris, en matière de mobilité, et notamment de logistique urbaine, je parle de notre sujet, on voit qu'on est évidemment très majoritairement lié à la route aujourd'hui. En logistique urbaine, on pense que c'est même peut-être plus de 90% des flux. Les choses évoluent et c'est tant mieux. Le fleuve aujourd'hui s'impose davantage, évidemment, comme une alternative multimodale crédible, plus que le ferroviaire. Jean-Michel Genestier l'a dit avant, le ferroviaire, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. C'est à peine 10% des tonnages transportés en France. Il faut aussi dire que la moyenne européenne, c'est 17%. En Suisse et en Autriche, ils sont de l'ordre de 30%. Il n'y a pas de fatalité, c'est clair, mais il y a manifestement un mal franco-français qui, de fait, vient desservir assez largement, en réalité, les chargeurs eux-mêmes. C'est-à-dire les propres acteurs de la logistique sont de toute manière eux-mêmes en difficulté pour pouvoir utiliser le fer, et ce, alors même que beaucoup d'entrepôts sont aujourd'hui connectés à la voie ferrée. Moi, je ne connais pas beaucoup d'investisseurs ou de promoteurs qui, d'une certaine manière, d'eux-mêmes, viennent démonter les connexions ferroviaires
Pour autant, ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'elles fonctionnent. Parce qu'une connexion ferroviaire à un entrepôt, c'est aussi derrière une infrastructure de transport embranchée, c'est un réseau qui doit être en état de marche, etc., etc. Je pense qu'on pourra y revenir. En tout cas, on voit que sur la question de la mobilité, un des enjeux majeurs, c'est certes la multimodalité, mais c'est aussi la décarbonation de la route. La décarbonation de la route, ça passe par d'autres formes de technologies, d'autres motorisations pour les véhicules poids lourds. On continuera d'avoir des camions, ça c'est certain. Et puis effectivement, la capacité à pouvoir utiliser des véhicules plus propres, les VUL, la cyclo. Et pour ça, il faut une infrastructure immobilière, j'y viens, une infrastructure immobilière qui soit stratégiquement localisée pour pouvoir permettre finalement ces ruptures de charge, ces éclatements, appelons-les comme on veut, qui soient la moins coûteuse possible, mais qui soient aussi source d'optimisation des flux pour notamment les utilisateurs, transporteurs, logisticiens et distributeurs. Alors ce que nous faisons chez Sogaris, c'est au fond travailler au déploiement d'un réseau site à l'échelle du Grand Paris. On a hiérarchisé ce réseau un peu schématiquement, il faut l'admettre, en 3 niveaux, en disant qu'il y a au fond ce qu'on appelle nous les grandes plateformes qui viennent se localiser, je dirais, basiquement autour de l'A86. C'est vraiment le maillon, je dirais, de l'avant-dernier kilomètre, si on doit le positionner comme cela. Et puis ensuite, il s'agit de rentrer dans la ville. Et rentrer dans la ville, ça se fait avec des bâtiments de taille diverses. Il y a ce qu'on appelle, nous, les hôtels logistiques. Vous en parliez à l'instant. C'est quoi? C'est des bâtiments qui viennent lier à la fois de l'activité dédiée à la logistique urbaine et d'autres formes d'activités liées à la ville. Ça peut être des bureaux, ça peut être de la petite activité, ça peut être d'autres choses, du sport aussi, pourquoi pas. C'est partie des opérations qu'on travaille, qu'on a développées avec notamment Aropa, Porte de Paris et la Caisse des dépôts en son temps, c'est Chapelle Internationale. Un bâtiment qui a défrayé la chronique il n'y a pas si longtemps. Et puis d'autres types de bâtiments que l'on développe. Le projet de reconversion des deux pavillons du port d'Austerlitz, là encore avec Aropa, Port de Paris. La logique de pouvoir à la fois réactiver une desserte fluviale et aussi de pouvoir pérenniser à l'intérieur de ce site un accueil de jour, donc de pouvoir aller sur de l'économie sociale et solidaire, en plus de la logistique urbaine. Enfin, dernier maillon de ce réseau, c'est vraiment le maillon de la proximité. Donc entre 1000 et 5000 mètres carrés pour schématiser les choses, peut-être encore moins quand on a la chance de pouvoir disposer d'espaces qui le permettent. Donc c'est ce que disait la RATP à l'instant. Et pour le coup, je dirais qu'on est véritablement sur le maillon du dernier kilomètre au sens de la distribution du colis tel que nous on l'entend. C'est vraiment une typologie qui, au fond, permet assez facilement de développer ce qu'on appelle nous des messageries urbaines, donc vraiment le transfert de marchandises d'un lieu à un autre. L'intérêt que l'on a sur ce dernier maillon, c'est qu'on voit qu'au fond, il offre la possibilité de pouvoir faire intervenir différentes typologies d'usage. C'est-à-dire qu'au-delà de ces messageries très urbaines, on a aussi l'intérêt à pouvoir adresser ce qu'on appelle nous une logistique de proximité. Vous avez aujourd'hui, notamment dans les espaces les plus denses de Paris, ne parlons que de cela, des territoires, des quartiers dans lesquels vous n'avez aucune capacité de stockage, très peu de capacité d'approvisionnement. C'est une difficulté à la fois pour les commerces alentours, pour les artisans, pour lesquels en réalité le premier lot de stockage, c'est leur camionnette sur une place de livraison dont ils espèrent ne jamais bouger. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément de dysfonctionnement auquel il faut pouvoir apporter des réponses. Et puis, autre élément d'usage que l'on peut citer, c'est par exemple ce qu'on appelle nous les centrales de mobilité, c'est-à-dire la capacité à lier à la fois transport des marchandises et transport des personnes au sein d'un même lieu. Merci. Je voulais juste réagir à votre introduction. Bien sûr, ce sujet de la parité, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On organise un certain nombre d'événements et on essaye à chaque fois d'atteindre cette parité. On fait passer le message aux institutions, aux entreprises que l'on invite et on espère bien que nous y arrivions un jour. Mais en tout cas, ça avance, j'ai l'impression. Doucement, mais ça avance. Pour revenir à notre sujet, Antoine Bermin a évoqué ce sujet d'une espèce de conférence qui pourrait réunir un certain nombre d'acteurs. C'est un peu ce qu'a imaginé, je crois, la métropole du Grand Paris avec son pacte. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à imaginer d'encore plus grande ampleur qui pourrait constituer une solution justement pour encore mieux organiser cette logistique métropolitaine? Effectivement, nous l'avons organisé au niveau de la métropole avec la conférence des partenaires, donc, qui sont une centaine, avec quelques collectivités, des chargeurs, des acteurs du transport, de la logistique, effectivement, pour pouvoir avancer. Parce que quand on met en place de nouvelles réglementations, il faut s'assurer que le marché, que les acteurs sont en capacité de faire.
Et tout à l'heure, je parlais effectivement des business plans. Eh bien, quand une entreprise doit investir dans de nouvelles motorisations, dans de nouveaux engins, très clairement, ce n'est pas pour 1 année, 2 années. Et on l'a vu sur les travaux publics tout à l'heure, c'est une durée de vie de 12, de 15 années. Et donc, il faut impérativement essayer de sécuriser ce sujet-là. Ça, c'est très important. Donc, c'est une idée. Moi, je crois, mais on sortira peut-être, je pense qu'il faut que notre pays se dote d'un schéma logistique, un master plan logistique qui permette d'établir eh bien, les entrées de marchandises par la voie aérienne, par la voie maritime, et puis ensuite sur la partie terrestre, qui permettent de déterminer avec des flux et avec des objectifs politiques qui seraient bien affirmés. Alors on ne va pas se comparer aux Allemands, mais les Allemands dans les années 90 l'ont fait, et tous les gouvernements allemands qui se sont succédés ont repris le master plan logistique du pays en investissant chaque année et en faisant que eh bien, les marchandises ont pu être transportées de façon massive par la partie ferroviaire. La Betuwe Line, qui est à la sortie de Rotterdam, eh bien, très clairement, ça fait 160 km, ça fait entre 5 et 8 milliards, mais ça permet de sortir par le ferroviaire eh bien, un volume très important de marchandises sur la partie terrestre pour ensuite redispatcher. Et donc ça donne des emplois. On a parlé d'emplois tout à l'heure. La logistique dans son ensemble avec les transports de marchandises, c'est 1,8 million d'emplois aujourd'hui. Mais si nous avions eu un master plan dans les années 90-2000, eh bien nous aurions peut-être une industrie renouvelée. Et on sait bien, le président de la République en a parlé encore très récemment, et c'était dans son programme, de pouvoir remettre en fait de l'industrie. Eh bien pour accompagner cette nouvelle industrie, il faut effectivement que la logistique puisse accompagner. Et donc le master plan de la logistique en France est indispensable. Sur la base, encore une fois, de l'aérien, lorsque la valeur des produits est très importante, et on le sait très bien que ça participe à tout cela, mais lorsque la marchandise est plutôt voilà, de la General Foods ou autre qui peut arriver sur le pays, eh bien, il faut redévelopper. Voilà, et à repas, c'est cela. Enfin, aujourd'hui, c'est la capacité des différents ports sur l'axe Seine à pouvoir se fédérer, ce qui est fait aujourd'hui. Bon, il faut que ça avance, il faut que toutes les équipes puissent être vraiment fédérées, et c'est vraiment l'action qui est menée par Antoine Berbin et puis par toutes les équipes. Mais il faut aussi que notre pays, alors on sort un peu de la métropole, puisse avoir cette vision sur le Rhône. Et on ne peut pas accepter qu'aucune marchandise arrivant à Marseille ne puisse aller par le ferroviaire de façon massive en Suisse. Le port aujourd'hui de la Suisse, c'est Anvers et Rotterdam. Donc le master plan, il doit reprendre cela, et effectivement avec les actions qui sont menées dans toutes les régions et en France de façon générale par l'ADEME pour faire que eh bien, l'impact carbone soit diminué et que nous puissions arriver à cela. Donc modestement, sur les 7,2 millions d'habitants, nous, notre objectif, c'est cela. C'est de faire qu'en fédérant tous les acteurs, on puisse faire des choses. Alors faire des choses, je vais citer, si vraiment j'ai 1 minute, les logisticiens ont beaucoup de mal, s'ils respectent les réglementations de circulation et de stationnement, à pouvoir remplir. Tout à l'heure, quelqu'un disait il faut remplir les véhicules. Bah oui, il faut les remplir à l'origine pour pouvoir assurer eh bien, les livraisons. Eh bien, aujourd'hui, dans certains endroits de la métropole, si on va livrer une commune, je ne vais pas les citer toutes, mais je les connais maintenant, une commune à 7h30 ou 8h, eh bien, arrivé à 9h, on ne peut pas sortir de la commune parce qu'il y a une interdiction de passer dans les communes qui sont tout autour. Donc là, c'est l'extrême, mais ça existe. C'est vraiment, enfin, c'est terrible. Enfin, je en discutais encore l'autre jour avec La Poste, bon, qui est quand même aussi un acteur important, mais tous les acteurs de la logistique le disent. Essayez de fédérer les arrêtés municipaux, puisque c'est le rôle de police des maires, pour faire que les arrêtés de stationnement et de circulation soient uniformisés sur des plateformes. Donc l'objectif de la métropole, c'est d'avoir 4 ou 5 plateformes de 150 000 habitants qui soient eh bien, uniformisées en termes de réglementation de circulation et de stationnement. Et puis, eh bien, qu'on puisse tester, qu'on voit avec l'ensemble des logisticiens, qu'ils puissent nous dire ça match pas, et qu'on fasse évoluer les choses. Et donc, on travaille beaucoup avec eh bien, les EPT, les établissements publics territoriaux, qui sont au nombre de 12 sur la métropole, pour faire qu'il puisse y avoir cela. Mais c'est très compliqué parce que même si les maires, tous les matins, subissent la thrombose de leur centre-ville parce qu'il y a les livraisons et parce que ça se mêle avec, oui, je parle de, voilà, en connaissance, ça se mêle avec l'entrée des enfants dans les écoles, etc., les gares, etc., eh bien, ils n'ont pas ce réflexe en fait, de la logistique et ils ne savent pas, et la région a fait des choses, hein, l'État fait des choses, qu'ils ont la capacité, en discutant avec les autres maires, ceux qui sont autour, eh bien, de se fédérer et d'organiser les choses différemment. Merci.
Antoine Berbin, ce sujet de l'harmonisation de la réglementation, c'est un des sujets qui concerne Aropa. Voilà, on peut aborder effectivement ce sujet des préconisations. Et comme je sais que vous êtes sensible au buffet, je peux compter sur votre concision. J'ai faim, non. En tout cas, moi, je veux remercier tous ceux qui sont encore dans la salle, parce que c'est vraiment eux qui font l'effort. Nous, ça nous fait probablement plaisir de dire ce qu'on fait et ce qu'on pense. Merci pour votre écoute. Je vais être concis. Je vais dire peut-être une première chose, c'est aborder de façon globale la logistique, c'est extrêmement compliqué parce que la logistique est extrêmement diverse. Et donc, c'est des lieux très différents à relier entre eux. C'est des usines, c'est peut être des carrières, c'est des chantiers de TP, c'est des magasins, c'est des centres de tri, c'est des hôpitaux, c'est des restaurants, c'est des cantines scolaires, c'est des bureaux, c'est des logements, et j'en oublie plein. Donc c'est extrêmement divers, et ces lieux, il faut les relier parfois parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, ou parfois parce qu'ils sont à quelques centaines de mètres. Donc voilà. Et donc aborder globalement le sujet de la logistique et sa décarbonation, c'est vraiment très compliqué. Et donc je veux peut-être réinsister sur mes deux propositions, en saluant d'abord le travail de la Société du Grand Paris, en plus porté par Jean-Michel, qui est un expert du sujet, qui connaît bien le sujet. Et donc ce travail sur la réglementation, l'uniformisation de la réglementation de la livraison, elle est déterminante. Il faut globalement avoir une approche la plus globale, avec l'ensemble des acteurs publics concernés. La logistique, c'est aussi un élément de compétitivité, comme le disait Jean-Michel. L'Allemagne l'a très bien compris. Pour effectivement mettre en cohérence les politiques publiques dans cet objectif de transition vers une logistique plus décarbonée, c'est absolument déterminant pour qu'on soit tous conscients des enjeux et pour que les politiques publiques aillent toutes dans le même sens et que nos actions soient réellement complémentaires et efficaces. Et deuxième sujet, je réinsiste sur l'importance des chargeurs. Il faut que les chargeurs soient mobilisés, soient responsabilisés dans leur choix, et qui puissent, si possible, en tirer un bénéfice, y compris d'image. Il y a un certain nombre de chargeurs dans la métropole du Grand Paris qui l'ont très bien compris. Nous, on a deux exemples symboliques, je vais les reciter, ça leur fera la publicité du label que je propose. Donc, il y a Franprix, qui livre ses 300 magasins dans Paris pour toute la marchandise sèche par la voie d'eau, depuis le port de Bonneuil, depuis 10 ans. Hein, et ça marche. Voilà. Et d'ailleurs, ils nous disent qu'ils gagnent en efficacité, parce que leurs camions n'ont pas à rentrer dans l'agglomération parisienne. Le camion final, maintenant au gaz, il fait le dernier kilomètre dans Paris, et donc quelque part, il a un résultat en termes de respect du rendez-vous qui est meilleur que s'il devait partir de l'extérieur de Paris. Et puis Ikea, qui depuis le mois de décembre dernier a fait basculer toute sa chaîne logistique de livraison de ses clients du e-commerce dans Paris sur la voie d'eau. C'est très singulier d'associer transport fluvial e-commerce. Donc, avec mon collègue qui est parti à gauche, qui explique l'importance du fluvial, du ferroviaire pour les pondéreux, parce que ces marchandises n'ont pas de valeur et qu'il faut des modes de transport qui coûtent pas cher. Voilà, donc c'est tout le contraire là. Ikea qui bascule toute sa chaîne e-commerce sur la voie d'eau pour livrer ses clients parisiens en fluvial, et puis depuis le port de Bercy, dernier kilomètre en camion électrique, avec respect du rendez-vous. Donc touchons les chargeurs. Voilà. Stéphanie Bourget, du coup, vous, un peu, quelles sont les préconisations, notamment? Il y a un sujet social qui a été intéressant dans votre démarche avec la mutualisation des centres-bus, qui pourrait peut-être justement infuser ce sujet de la logistique. Oui, non, absolument. Non, mais pour rebondir sur vos propos, je pense qu'effectivement, il y a une vraie responsabilité des acteurs publics de manière générale, et d'avoir quelque chose de coordonné et d'efficace. Nous, on a beaucoup regardé aussi la question de faire entrer des marchandises dans la ville par les réseaux ferrés dont nous disposons. Aujourd'hui, il y a des ruptures de charges énormes, il y a une priorité donnée aux voyageurs, il y a aussi une question de coût qui est extrêmement importante et qui aujourd'hui donc n'est pas supportable, on va dire, par les logisticiens. Donc je pense qu'il y a aussi tout un sujet de réglementation qui est important. Il y a probablement aussi un sujet, j'allais dire, d'éducation, pour ce qui est en tout cas des clients finaux particuliers et consommateurs que nous sommes, qui sont assez peu, qui commandent sur le e-commerce, mais qui ne sont pas prêts à voir la logistique dans leur vie. Donc je pense qu'il y a aussi un sujet de dire que la logistique, ça a un coût. Ça se fait de manière, comme vous le disiez, plus ou moins propre. Et j'allais dire donc socialement propre également. C'est-à-dire que je pense que là aussi, on a un vrai sujet. Nous, on a beaucoup travaillé effectivement dans nos centres-bus, où forcément, on fait coexister deux types de populations très différentes, même en termes de conditions d'emploi. Et donc, on a exigé, je dirais, que les gens qui rentrent dans nos centres-bus, donc les cyclologisticiens,
et des conditions d'emploi, j'allais dire, acceptables. Voilà, donc des CDI, des emplois pérennes, une formation à la sécurité, etc. Et je dirais que ça aussi, ça participe à une amélioration globale de l'image de ce métier-là, et que finalement, en ayant mis ces conditions à l'entrée de nos dépôts, voilà, je dirais qu'on participe un petit peu à l'effort global, et ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc je pense qu'on peut aussi tous collectivement pousser dans ce sens-là. Merci. Jonathan Seban, ce volet social, vous y êtes sensible, hein, je crois aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là ou voilà, sur d'autres, quels sont les leviers à activer pour améliorer cette décarbonation de la logistique ? Oui, alors la problématique sociale, elle est évidemment essentielle, hein. On sait que notamment le dernier kilomètre emploie énormément de professionnels, et ce dans des conditions qui sont extrêmement variables. Si l'on regarde notamment les qualités de travail, on a nous-mêmes d'ailleurs, on a un travail qui a été fait par la chaire que Sogaris a participé à fonder avec l'université Gustave Eiffel et la Poste, a démontré justement que les conditions de travail de ces fameux travailleurs du dernier kilomètre, et singulièrement ceux qui sont dans la livraison très rapide, pouvait être problématique. Elle est hétérogène, elle est complexe, elle est problématique. Ce qu'on a fait nous modestement chez Sogaris, je dis modestement parce qu'on n'est que bailleur à un moment donné, donc il faut aussi rester à sa modeste place, ça a été de pouvoir structurer une charte d'engagement réciproque qui désormais est une annexe à l'ensemble de nos baux, mais dans lequel on a formalisé de manière extrêmement claire la lutte contre la précarisation, la lutte contre l'ubérisation aussi, qui est finalement une problématique je pense, de partage de la valeur, plus qu'une simple problématique sociale. Donc partage de la valeur entre notamment les différents acteurs de cette fameuse chaîne logistique qui va jusqu'à la production des marchandises, jusqu'à leur distribution au client final. Juste pour peut-être conclure, en tout cas à mon niveau, sur les préconisations, puisqu'on en est à la phase de conclusion et juste avant le déjeuner, il me semble en réalité que la logistique parcourt le chemin qu'a parcouru avant elle le transport de voyageurs. C'est-à-dire que le transport de voyageurs, il y a encore 25 ans, c'était un sujet de technicien, au sens noble du terme, n'y voyez pas de mots péjoratifs dans ma bouche. Et puis c'est devenu progressivement un objet politique, au sens où aujourd'hui les transports du quotidien, les transports en commun se structurent dans l'accès à l'emploi, l'accès à tout un ensemble d'aménités urbaines. Et on a bien en tête et on a bien conscience du fait qu'ils participent même plus largement de la qualité de la vie, de la qualité de vie de nous autres. Il me semble qu'il faut pouvoir parachever le chemin que parcourt la logistique en la matière. C'est-à-dire que ça doit passer d'un sujet, alors c'était invisible, puis c'est devenu un sujet technique, et ça doit devenir un vrai sujet politique. Là encore au sens très noble du terme, parce que je pense beaucoup ici travaillent à faire émerger, mais il faut pour le coup, et Antoine le disait avant moi, il faut que ce soit porté par l'ensemble des sphères de l'action publique. Il faut que ce soit incarné aussi, il faut que ce soit notamment suivi d'un certain nombre d'effets, que ce soit en termes de politique publique, en termes de réglementation et en termes d'investissement. Il me semble qu'on n'y est pas encore tout à fait, et c'est sans doute cela qui nous manque. Deuxième chose, si je dois être cette fois peut-être beaucoup plus concret et un peu terre à terre, c'est un peu la conséquence de ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des problématiques de réglementation qui sont quelque peu aberrantes. Moi, je le dis assez souvent, mais fondamentalement, c'est quand même plus simple, plus confortable de développer un site de logistique urbaine dans lequel on n'impose aucune suggestion au futur locataire et on lui permet de travailler avec des véhicules diesel, que de positionner des bornes électriques pour lesquelles on va évidemment rentrer dans une discussion qui est complexe, dont acte, mais dont je dirais l'aboutissement n'est pas donné d'avance avec l'ensemble des autorités administratives. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire qu'on jette la pièce en l'air au moment où on lance le développement d'un site dédié à la distribution urbaine en ville, sans savoir si on peut garantir aux élus, aux habitants, le fait qu'on sera 100% décarboné. On vous le promet, il n'y a absolument aucun sujet. Je pense que pour le coup, on est là dans une vraie difficulté. Donc il faut à un moment donné un minimum d'homogénéisation de la réglementation. Et plus que l'homogénéisation, c'est même un regard qui soit un regard normatif sur ce qui doit être fait. Et pas simplement sur ce qu'offre aujourd'hui la réglementation en termes de possibilités. Ce qu'on nous renvoie souvent en disant « vous plaignez pas, il y a encore plein de possibilités ». Non mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on sait tous qu'on doit pouvoir aller vers la décarbonation ultime. Donc à un moment donné, comment aussi on aligne la réglementation aux pratiques et les pratiques aux investissements.
Merci. Je vais vous garder encore quelques minutes puisque c'est Jérémy Almosny qui va venir faire la conclusion. L'honneur, donc voilà, Jérémy Almosny qui est donc le garant de ces tables rondes. Non, le pupitre. Voilà, pour un mot. Extrêmement synthétique, parce que la pression est à son comble. Alors c'est vrai que le contenu était déjà très riche et je pense pas que je vais apporter beaucoup de valeur ajoutée supplémentaire, car je pense que les grands enjeux ont été largement dessinés par les intervenants. Et je remercie d'ailleurs Journal du Grand Paris pour la qualité de la sélection, hormis le genre, mais qui est en phase de progression, qui a permis vraiment d'avoir un contenu extrêmement riche. Alors forcément, sur le sujet de la logistique, je vous ai donné déjà quelques éléments dans mon propos liminaire. J'aurais voulu juste rappeler que finalement, la logistique a connu des heures plus favorables au mode massifié. Je pense que le ferroviaire, il y a 30 ans, c'était quoi, 15 points de plus en termes de transport en France. Donc on a eu aussi un effet de transformation lié à notre société qui a changé. Et je pense qu'il faut aussi en parler. Notre mode de consommation, cet enjeu de l'immédiateté et de la temporalité a conditionné aussi la manière dont la logistique a évolué. Et donc je pense que lorsqu'on parle des chargeurs, donneurs d'ordre, lorsque l'on parle des transporteurs, des logisticiens, il faut impliquer le consommateur qui est vraiment lui aussi l'une des pierres angulaires de cette évolution de la logistique et de décarbonation. Donc moi je pense que c'est un point que je voulais appuyer. Alors si vous me permettez de faire la big picture sur la première table ronde, on a beaucoup parlé de solutions et je pense que c'est bien, mais de plus en plus je pense qu'il faut qu'on parle des besoins de mobilité. Parce que à partir du moment où on comprend les besoins de mobilité, que ce soit de voyageurs ou de marchandises, on sera en capacité d'identifier les solutions les plus pertinentes sur le plan écologique. Donc partons toujours des besoins. Et quand on parle des besoins, je pense qu'il est fondamental, essentiel d'impliquer les territoires en propre, mais dans le cadre de coopération. Je pense que l'acteur Métropole du Grand Paris, avec un conseil délégué aussi expert, d'ailleurs je le souligne, on aura certainement la possibilité d'avoir des convergences métropolitaines extrêmement intéressantes. Ensuite, sur la question des usages, je voulais aussi alerter un point, c'est le conflit des usages. On a, à un moment donné, parlé de plusieurs solutions qui avaient un recours combustible, un recours carburant, un recours pour tel ou tel mode. Il y a un enjeu vraiment de priorisation, parce qu'on n'arrivera pas à tout servir, et donc il faudra, là aussi, partant des besoins, identifier les usages et identifier les meilleures solutions. Et ça, je pense, c'est aussi une concertation multi-acteurs, et les énergéticiens ont un rôle essentiel, les opérateurs de réseau aussi, pour identifier les meilleures solutions. Enfin, là, j'ai parlé d'acteurs un peu en propre, parlons des écosystèmes. Les écosystèmes sont fondamentaux. Fondamentaux pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'un taux d'utilisation des infrastructures qui vont être développées pour le transport de voyageurs ou le transport de marchandises, ce sera par l'intermédiaire d'écosystèmes qui auront discuté préalablement. Je vais parler de besoins, je qualifie un besoin, je design la solution par rapport à un besoin, et donc l'investissement qui va être consenti sur la solution proposée sera en principe au plus près du besoin. Plutôt que de partir sur le ghost plan et on va développer à droite à gauche les solutions, on risque d'avoir un taux d'utilisation trop peu important. En 2019, on a fait une étude à l'ADEME, les bornes de recharge, 50% sont sous-utilisées. Quand on regarde aujourd'hui les solutions proposées par certains logisticiens, le taux de remplissage des camions n'est pas suffisant. Donc il faut travailler par le biais d'écosystèmes et à la mutualisation. Je pense en l'occurrence à la question du compte propre versus pour compte d'autrui. On aurait tendance plutôt à pousser davantage pour le compte d'autrui, encourager ces artisans, encourager en tout cas ces entreprises, ces TPE, PME, ces commerces à se tourner vers des professionnels qui sont en capacité là de mobiliser le transport massifié et donc limiter les impacts carbone. Alors je termine juste pour un peu de pub parce que j'ai entendu, nous souhaiterions un label pour la logistique et pour le fret. Comment se fait-il que vous ne connaissez pas le Fret 21, label porté par l'ADEME depuis de nombreuses années. J'en parle sous le ton de la boutade. Il est vrai que nous avons déployé depuis plusieurs années le label Fret 21, objectif CO2 pour les transporteurs routiers de marchandises. On a essayé d'avoir une approche plus complète, plus intégrée via le programme Engagement volontaire pour l'environnement, le programme F, qui a permis là aussi de labelliser des initiatives portées par des chargeurs, des transporteurs, des commissionnaires. Nous lançons demain un nouveau programme C2E, le programme Remove, qui encourage le report modal vers les modes massifiés et qui aide à l'investissement et qui aide en tout cas les chargeurs qui auront fait ce choix à encourager ces transports massifiés. Donc ça, c'est dans l'air du temps et sachez que vous pouvez compter sur l'ADEME pour à la fois labelliser, porter les référentiels et valoriser les initiatives pour encourager les meilleures solutions. J'avais noté beaucoup de choses. Mais je vois que l'heure, on a explosé la baraque, donc je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, merci à nouveau pour cette tribune et j'ai été ravi de partager toute cette matinée avec vous. Merci. Merci Jérémy de nous avoir accompagnés toute cette matinée. Effectivement, s'il y a des éléments complémentaires, vous pouvez éventuellement nous les communiquer ensuite, puisqu'il y aura donc un compte rendu de toutes ces tables rondes. Je voulais remercier tous les participants de la table ronde,
tous les partenaires de notre initiative. La prochaine matinale, vous le voyez, c'est le 1er juin où il sera question de l'héritage des Jeux Olympiques, des enjeux de l'eau et d'aménagement. Et le grand rendez-vous, ce sera le 14 novembre, les Assises du Grand Paris à la Maison de l'Océan. Donc merci pour votre participation. Je remercie à nouveau tous les partenaires, notamment la Métropole du Grand Paris qui est notre premier partenaire sur cet événement. Et je vous souhaite une bonne journée.